la question difficile, c'est pas tant pourquoi il brille, c'est pourquoi il brille depuis aussi longtemps. Oui, bonjour Roland. Bonjour Donc, Philippe. je suis très content de te retrouver pour ce petit interview. Donc, les habitués du chapiteau scientifique de la fête de lutte ouvrière te connaissent, puisque tu es déjà venu 3 fois, si j'ai bien compté, pour nous parler de physique, hein, de manière assez la plus vivante et la plus accessible possible pour le grand public. Et donc, tu es astrophysicien au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Et tu as fait de la recherche en cosmologie, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, un petit peu sur la structure de notre univers à très très grande échelle. C'est ça, exactement. C'est ça. Et depuis des années, en fait, tu as fait beaucoup d'enseignements et surtout, tu t'es beaucoup investi pour diffuser les connaissances scientifiques à destination du grand public. Et donc, par exemple, à la fête, tu étais venu, si je me rappelle bien, nous parler de la physique des super-héros, de Superman, de Spider-Man. Et donc, tu prends au sérieux finalement la science-fiction. Oui, c'est ça. J'aime bien utiliser la science-fiction comme prétexte pour parler de science et pratiquer les sciences aussi, c'est-à-dire mener une enquête scientifique sur ces mondes imaginaires pour les faire parler au-delà de ce qu'ils montrent, quoi. Tu Essayer les prends au de sérieux trouver de finalement, c'est l'information ça? nouvelle. Oui, tu les prends au sérieux finalement, c'est ça? Oui, c'est Tu ça, prends... Rodi. C'est une réalité objective. Qu'est-ce que je peux en dire? Alors, bien sûr, il faut sélectionner les scènes parce qu'elles ne sont pas toutes pertinentes du point de vue de la physique, de la biologie ou de la chimie actuelle. Mais en les sélectionnant soigneusement, certaines scènes portent information sur le monde qu'elles décrivent. Ça t'oblige à modifier un peu les lois de la physique? Non, non, ah non, justement, on Ah non. garde les lois de la physique, on les conserve telles qu'elles sont, et on voit chaque fois que c'est possible, ça ne l'est pas tout le temps, mais chaque fois que c'est possible, on essaie, grâce à ces lois de la physique, telles qu'elles sont connues ici et maintenant, d'avoir de l'information nouvelle sur les mondes qui nous sont montrés. Déterminer la position du temple du soleil dans Tintin, trouver la puissance du sabre laser dans le Star Wars, ou la taille de l'étoile de la mort, toujours dans Star Wars, ou l'orbite de Pandora dans Avatar. Voilà des choses des questions qu'on peut légitimement se poser et à laquelle on est capable de répondre en utilisant la physique d'ici et maintenant. C'est ça qui est marrant, c'est de réaliser que cette physique-là, évidemment, elle est faite pour comprendre notre monde, mais elle est utilisable, quand c'est possible, pour comprendre ces mondes imaginaires. Alors, nous, aujourd'hui, je te proposais, c'était de ne pas parler des mondes imaginaires, mais de parler de notre bonne vieille étoile, hein, pas l'étoile de la mort, mais celle du Soleil, hein. Et parce qu'en fait, tu viens de publier un livre qui s'appelle Pourquoi le Soleil brille, et qui est un livre passionnant, parce que finalement, derrière cette question qui peut paraître presque naïve, toute simple, en réalité, il y a une histoire extraordinaire avec beaucoup de rebondissements. C'est un vrai roman policier, en fait. Ah oui, absolument. Ben, comme toute enquête scientifique, finalement, c'est une enquête scientifique, c'est se poser une question. Les humains, et les scientifiques, bien sûr, parmi eux, se posent des questions sur la nature de l'astre qui nous éclaire, son fonctionnement, son ancienneté. Et ces questions-là en amènent d'autres. Et de fil en aiguille, on aboutit à une enquête absolument considérable qui s'étale sur plusieurs siècles et qui a mis en jeu tout un tas d'éléments de physique. Il a fallu faire avancer la physique pour faire avancer notre compréhension du Soleil et faire avancer les techniques, les outils d'observation pour faire avancer la physique qui nous permet de comprendre le Soleil. Donc c'est vraiment un jeu très intéressant entre observation, théorie et puis questionnement sur le monde. Alors, on va peut-être remonter un petit peu j'allais dire par le commencement, mais je ne sais pas si on peut parler de commencement pour notre histoire avec le Soleil. Mais disons, ça n'a pas été si évident que ça, finalement, de comprendre que le Soleil était une étoile comme les autres. Ah non, parce que bon, le Soleil, quand on le regarde dans le ciel, évidemment, naïvement, un beau ciel bleu comme on a là depuis plusieurs semaines déjà, le Soleil, il est extraordinairement brillant. Et ça ne se compare absolument pas aux étoiles qui ont l'air évidemment infinitésimales, jolies, très nombreuses, mais tout à fait ridicules en luminosité par rapport au Soleil. Donc se faire à l'idée que le Soleil est une étoile et que les étoiles sont des soleils, mais des soleils extraordinairement lointains, si lointains qu'ils apparaissent, ces soleils, comme de toutes petites taches lumineuses dans le ciel nocturne, ce n'est pas une idée qui a été facile à mettre en œuvre, facile à comprendre. On peut la faire remonter, en tout cas l'un qui l'a affirmé très fortement au XVIe siècle, c'est Giordano Bruno, un Italien, un philosophe italien qui avait des idées très avancées en astronomie et qui faisait la promotion du système héliocentrique de Copernic,
Copernic, en 1543, publiait un ouvrage qui s'appelle De Revolutionibus Orbium Celestium, c'est-à-dire de la révolution des orbes célestes, et où il prônait un système héliocentrique, le Soleil au centre de l'univers et les planètes tournant autour du Soleil. Alors que le système qui prévalait jusqu'à l'époque, c'était un système géocentrique, où c'est la Terre qui est au centre et tous les autres astres tournaient autour de la Terre. Donc, Bruno croit au système de Copernic, et il va même plus loin, c'est-à-dire il dit non seulement le Soleil est au centre, mais en fait il n'y a pas de centre. Le Soleil est au centre, les planètes tournent autour, mais en fait il n'y a pas de centre de l'univers. Parce que dans le système de Copernic, le Soleil reste quand même au centre de l'univers, compris essentiellement comme les planètes et la sphère des fixes. Les fixes, ce sont les étoiles fixes qui ne bougent pas les unes par rapport aux autres, qui sont entraînées par le mouvement de rotation de la Terre sur elle-même. On a longtemps pensé que c'était l'inverse, que c'était l'ensemble du ciel qui tournait autour de la Terre. Avec le système héliocentrique, c'est la Terre qui tourne sur elle-même et qui donne l'illusion que le ciel tourne autour d'elle. Et donc cette sphère des fixes, Giordano Bruno l'a fait éclater et dit non, non, ce ne sont pas des étoiles fixes posées sur une septième sphère des étoiles, ce sont des soleils qui sont à des distances considérables. Donc il n'a pas la preuve physique de son système, de la même façon que Copernic n'a pas la preuve physique de la centralité du Soleil et de la révolution de la Terre à la fois autour du Soleil et de sa rotation sur elle-même. Ils n'ont pas encore les preuves physiques, ils ont des modèles, des représentations qui leur paraissent plus pertinentes et plus logiques que les anciennes représentations. Mais Bruno, en 1584, fait exploser littéralement le monde, l'univers, en mettant les étoiles à des distances considérables. Pourquoi considérables ? Eh bien, il faut bien expliquer, si ce sont des soleils, comment rendre compte autrement que par la distance le fait qu'elles soient si faiblement lumineuses au regard de notre Soleil. Et donc Bruno va même plus loin, ce sont des soleils avec d'autres mondes autour de ces étoiles. Bon, ça lui vaut des tas de problèmes avec l'Église, évidemment, et il sera brûlé à Rome, sur le Campo dei Fiori, en 1600. Et il y a toujours à Rome, si vous allez à Rome, allez voir la statue de Giordano Bruno, très sévère statue, mais qui est là et qui témoigne de son supplice en 1600. Et donc, l'idée que les étoiles sont des soleils et que le soleil est une étoile, en tout cas pour notre mode occidental, remonte au XVIe siècle. Après, il a fallu en avoir la preuve physique, qui a été beaucoup plus longue à arriver. Il a fallu pouvoir observer à la fois le soleil et les étoiles pour en déterminer des caractéristiques physiques et les trouver comparables, des luminosités comparables, des tailles comparables. La seule distinction entre étoiles et soleil, finalement, c'est la distance considérable qui nous sépare des étoiles par rapport à celle du soleil. Pour se fixer une idée, la lumière qui vient du Soleil met à peu près 500 secondes pour nous parvenir. Elle se déplace, cette lumière, à 300 000 km par seconde dans le vide. Donc ça fait une distance Terre-Soleil d'environ 150 millions de kilomètres. Donc la lumière du Soleil, 500 secondes. La lumière de l'étoile la plus proche du Soleil, qui se trouve être Proxima du Centaure, la plus proche du Centaure, dans la constellation du Centaure, sa lumière met 4,3 ans à nous parvenir. Et il y a des milliards d'étoiles dans notre galaxie dont les distances échelonnent entre quelques années-lumière, leur lumière met quelques années pour nous parvenir, à des milliers d'années-lumière et même des centaines de milliers d'années-lumière pour les étoiles les plus lointaines, c'est-à-dire des distances qui sont extraordinairement grandes au regard de la distance Terre-Soleil. Ouais, finalement, on comprend que ça n'a pas été facile d'imaginer, à partir de la Terre, à quel point en fait on était sur une toute petite... quelque chose d'assez minuscule, finalement proche de notre étoile par rapport aux distances énormes qu'il y a entre les étoiles. Absolument, absolument. En fait, finalement, quand on est sur la Terre, on a l'impression assez logique d'être au centre du monde, tout à l'heure de tourner. Ça s'impose à nos sens de certaine façon, mais ce n'est pas la réalité. Et qu'effectivement, la Terre est une poussière si on la compare au Soleil. La Terre, ça représente en rayon, c'est 109 fois plus petit que le Soleil. En masse, c'est 330 000 fois moins massif, donc c'est littéralement une poussière vis-à-vis du Soleil. Le Soleil étant lui-même une étoile tout à fait banale, et cette étoile banale, il y en a des milliards, même une centaine, 150, 200 milliards, semble-t-il, dans notre galaxie, et les distances qui nous en séparent sont tout à fait considérables. On est vraiment une poussière en orbite autour d'un petit brandon lumineux, qui est l'un des brandons lumineux de notre galaxie. Mais en même temps, du coup, c'est extraordinaire que sur ce petit grain de poussière,
nous, à toute notre petite échelle, on a réussi à comprendre tout ça finalement. Ah oui, non, mais De ça notre fait côté. partie du. Ça, Ouais, c'est c'est la l'avantage. magie, entre guillemets, parce qu'on est en Ouais. science, mais c'est la magie des sciences, la magie du cerveau humain. C'est le truc incroyable. C'est que dans un volume fini, ça veut dire ça, quoi, essentiellement, enfin, le mien, et puis surtout celui de bien d'autres génies qui m'ont précédé, eh bien, on a pu concevoir ce monde, cet univers, le concevoir, le représenter, le mesurer, l'observer, le comprendre. Bien sûr, on est loin, on est très loin de tout comprendre, mais on en comprend évidemment beaucoup plus qu'il y a un siècle et beaucoup plus qu'à l'époque de Bruno, bien sûr. Mais au final, c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est comme disait Poincaré, l'intelligence humaine est un éclair dans la nuit, mais c'est cet éclair qui est tout. Et il a quand même fallu le courage de ces hommes aussi qui se sont battus non seulement pour comprendre, mais même contre les dogmes et contre des institutions qui pouvaient les amener jusqu'au supplice, comme Bruno. Oui. Et c'est vrai qu'il faut leur rendre hommage parce que c'est aussi un peu grâce à eux qu'on a pu progresser pour franchir aussi ces obstacles dans la Ah bien société. sûr, alors il y a eu beaucoup d'obstacles de toute nature hein, qu'il a fallu franchir, des obstacles techniques, des obstacles, d'obstacles intellectuels, des biais intellectuels terribles hein, que tous les scientifiques ont d'une façon ou d'une autre. Ce sont des hommes et des femmes de leur temps et de leur lieu. Donc de toute façon, d'une façon ou d'une autre, ils ont des biais intellectuels. Mais ce qui a émergé petit à petit, on va dire à partir disons, de Galilée, qui est un peu postérieur à Bruno. Galilée, c'est juste une trentaine d'années après, enfin en tout cas la période la grande période de Galilée, c'est une trentaine d'années après Bruno, et qu'il connaît, enfin en tout cas il connaît son supplice évidemment, et il connaît son travail. Et donc Galilée qui a posé ce qu'on appellera plus tard les bases de la méthode scientifique, en tout cas Mm. l'expérimentation, l'argumentation, l'idée que les lois du ciel et les lois de la terre sont les mêmes, ça c'est une idée extrêmement importante, qui a l'air toute simple. Tout à l'heure, on faisait référence à la science-fiction. Quand j'analyse ces œuvres de fiction, je fais l'hypothèse que ces mondes imaginaires ont les mêmes lois du monde que nous. On pourrait se dire, ah oui, mais dans Star Wars ou dans Avatar, peut-être les lois sont différentes, auquel cas ce que tu racontes n'est pas pertinent. Évidemment, évidemment, s'ils ont des lois différentes, ce que je raconte n'est pas pertinent, mais du coup, je ne peux rien en dire. Ça Oui. m'empêche d'en parler puisque je ne peux pas y aller. Eh bien, Mm. en astrophysique, il faut réaliser que ce monde qui se joue devant nous, ces étoiles qui évoluent, cette galaxie, ces nébuleuses, enfin tout ce que l'on voit de l'univers, on ne peut pas y aller essentiellement, et on le voit d'un unique point de l'espace-temps, ici et maintenant. Bien sûr, la Terre tourne autour du Soleil, mais vous avez bien compris qu'à l'échelle cosmique, c'est des distances tout à fait ridicules. Bien sûr, ma vie sera de l'ordre de 80 ou 100 ans peut-être, si Dieu me prête vie, mais 100 ans, c'est rien du tout. Et puis même si je me réfère à mes prédécesseurs, mes prédécesseuses scientifiques, ben, ça fait quelques milliers d'années d'observation de l'univers avec quelques traces écrites. Donc ça, ce sont des échelles de temps qui sont misérables au regard des échelles de temps cosmiques, qui se chiffrent plutôt en centaines de millions, en milliards d'années. Donc on est ici et maintenant. Et si l'on ne fait pas l'hypothèse que les lois du monde terrestre s'appliquent aussi dans le monde céleste, au cœur des étoiles, sur les planètes extérieures, sur les exoplanètes, dans les galaxies lointaines et au fin fond de l'univers, eh bien, on ne peut être que spectateur de ce monde. Et Galilée, en observant la Lune, avec sa lunette, il voit des cratères, ce qui est tout à fait incroyable pour l'époque, puisque à l'époque, on pense que la Lune est une sphère lisse et parfaitement sphérique. Et donc, constater qu'il y a des cratères sur la Lune, pour Galilée, c'est une observation fondamentale, parce que de cette observation, on déduit que la Lune est terreuse, selon ses propres mots, enfin traduit de l'italien, c'est-à-dire qu'elle a des propriétés communes avec la Terre. Et donc, si elle a des propriétés communes avec la Terre, peut-être en comprenant la Terre, je vais comprendre la Lune. Et c'est Mm. ça qui est extrêmement On peut intéressant. faire des expériences de laboratoire du coup. Exactement, par exemple, c'est comme ça qu'il aboutit à l'idée que les mers, ce qu'il a appelé les mers, dont on sait maintenant que ce ne sont pas des mers, ce sont des surfaces de la Lune qui sont beaucoup plus lisses et beaucoup plus sombres, qui sont en fait des surfaces de lave, refroidies bien sûr depuis des milliards d'années. Eh bien ces mers, il les voyait plus sombres et d'autres zones plus claires. J'ai dit, bien c'est normal, ce sont des différences de terrain, cela prouve que ce sont des terrains de nature différente. Regardez le sable ou la terre sur Terre, l'un est jaunâtre et clair, l'autre est sombre et marron. Eh bien ce sont des différences de terrain qui expliquent les différences de couleur ou de luminosité. Oui, Donc mais je vais appeler mer ces zones sombres. je vais te prendre en défaut. Parce que ce que lui reprochaient les religieux, ils disaient, oui, mais enfin, c'est pas la Lune c'est votre lunette. Je regarde dans votre lunette.
Et c'est Alors, cette machine diabolique qui fabrique cette image. bien Qu'est-ce qui sûr, me garantit que votre ah machine ben là, va ça dire plus pose la vérité que le immédiatement. livre Ouais, tu as précis? parfaitement raison, Philippe. Ça pose immédiatement une question très intéressante, c'est que dans la mesure où je n'observe plus le ciel, disons, avec mes yeux, avec mes sens, est-ce que ce que je constate n'est pas inclus dans la machine qui me sert à observer le ciel? Mais on Comme peut se poser la Tintin. même question avec nos yeux. Quand Oui, je regarde avec mes yeux, peut-être que c'est dans mes yeux tout ce que je vois. ben Et oui. donc, la question qui est là, c'est qu'est-ce qui s'interpose entre, disons, mon cerveau, alors il y a un truc qui pense, et puis le réel. Il y a des choses qui s'interposent, mes sens, des objets techniques, des lunettes, des accélérateurs de particules, des microscopes, et bien dans quelle mesure ce que j'observe n'est pas un artefact produit par ces objets. Et bien c'est tout le développement qu'il va y avoir sur les objets techniques, leur qualification, leur validation, leur usage, leur comparaison, etc. Et c'est toute une aventure scientifique extraordinaire qui va se développer. Et les progrès de l'astrophysique et de l'astronomie se mesureront à l'aune des progrès techniques, puisqu'on ne peut pas aller dans ces endroits, on ne peut que les observer, et donc c'est la qualité des instruments, leur nouveauté, leur puissance, leurs compétences, leur sensibilité, etc., qui vont permettre d'élargir le champ des observations et de mieux comprendre ces mondes lointains. Alors, si tu es d'accord, on peut peut-être faire un petit saut au 19e siècle, en fait, parce que, bon, il s'est passé certainement beaucoup de choses entre Galilée et puis 1800, 1850, mais il y a quand même une histoire extraordinaire, c'est toute cette controverse qu'il y a au 19e siècle, avec d'un côté les géologistes, les naturalistes, ceux qui se posent le problème de l'évolution déjà des espèces, et puis de notre côté les physiciens. Si tu peux peut-être nous parler un petit peu de ça. Oui, alors, ça c'est un point extrêmement intéressant, effectivement. C'est-à-dire qu'il se pose bien sûr la question de l'ancienneté de la Terre. Et il y a beaucoup, à la fois en biologie et en physique, d'expériences de pensée, même pratiquement d'expériences qui sont faites pour essayer de déterminer l'ancienneté de la Terre. On ne sait pas trop comment elle s'est formée. Il y a l'hypothèse de Laplace qui est là et qui est par coalescence de matière cosmique qui se regroupe sous l'effet de la gravité et qui forme, alors on ne sait pas trop comment, la nébuleuse primitive dont émergent le Soleil et les planètes. Mais il y a quand même l'idée que la Terre, par exemple, serait née plus chaude qu'elle n'est actuellement et qu'elle se serait refroidie. Et pour essayer de chiffrer l'ancienneté de la Terre, une façon qu'ont les physiciens, c'est de constater, de mesurer, de déterminer plus exactement, ou d'estimer le temps de son refroidissement. Et pour ça, il y a des manips aussi basiques que prendre des boulets de canon, de les chauffer à rouge. Et puis là, les hommes de l'art savent estimer la température à l'œil, si j'ose dire, parce que ça, ce sont des forgerons, des gens habitués à estimer les températures à l'œil avec le rougeoiement, avec la couleur du boulet. Et puis on le laisse refroidir et on mesure en combien de temps il est refroidi. Et on fait une loi d'échelle, on essaie de projeter ce résultat à l'échelle d'un astre qui aurait non pas la taille d'un boulet, mais la taille de la Terre. Ça donne des estimations de l'ordre de quelques dizaines de millions d'années. Alors, d'autres façons d'estimer ça viennent des géologues, parce qu'à peu près à la même époque que Galilée, il y a un géologue, enfin un évêque, Stévin, qui s'est intéressé et qui a fondé la stratigraphie. En fait, il s'est rendu compte qu'il y avait des couches, qu'on pouvait constater des couches sédimentaires, et que ces couches sédimentaires que l'on pouvait voir sur des falaises, par exemple, ou d'autres endroits, eh bien, ces couches sédimentaires devaient être le résultat de l'accumulation de poussière, de grains, de petits grains de sable au fil des temps, qui se déposent au fond des lacs, au fond des océans. Et donc, à partir de cette accumulation, il essaie de mesurer combien de temps il faut pour qu'un millimètre de poussière s'accumule. Bon, alors il a une estimation, je ne sais plus laquelle exactement. Et puis ensuite, quand il voit des falaises qui font des centaines de mètres de haut d'accumulation, je dis, bah, il a fallu du temps pour accumuler ça, il a fallu beaucoup de temps, et ça donne aussi une estimation. Voilà encore une autre façon d'estimer. Alors, lui, il avait des méthodes très frustes, cette méthode-là de stratigraphie, c'est Stévin qui a fondé la stratigraphie, l'idée qu'il y a des couches, que les couches du fond sont plus anciennes que les couches du dessus, etc., qu'on peut trouver des animaux. Donc, si on trouve des poissons, des formes de poissons dans les couches, c'est que cet endroit, il y a un poisson qui est tombé au fond et que c'était une mer, etc. Avant Stévin, l'idée était que si on trouve des poissons dans des couches sédimentaires au sommet des montagnes, c'est parce que Dieu a voulu que la nature soit belle, même
à l'endroit où le regard de l'homme ne porte pas, donc en mettant des poissons à l'intérieur des roches. Voilà. Vous voyez, c'était le genre d'idée qu'on pouvait avoir. Donc Stévin, un évêque, hein, c'est ça qui est assez remarquable, un évêque crée la fonde de la stratigraphie. Donc voilà, c'est pour donner un peu ces deux, disons, ces deux grandes voies. Il y en a d'autres à partir de l'érosion. Darwin a essayé d'estimer l'ancienneté d'une région anglaise à partir de l'érosion, la quantité de matière qui est enlevée par l'érosion. Donc tout ça, ça converge vers des durées qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines, peut-être une centaine de millions d'années. Donc des durées assez longues, qui sont très peu précises évidemment, mais qui sont assez longues. Alors évidemment, elles se comparent de manière tout à fait difficile aux 6000 ans que l'on prête à l'ancienneté de la Terre, si l'on prend l'évêque Usher qui a essayé en additionnant l'âge de tous les prophètes, de tous les personnages de la Bible, il additionne leur âge, il les enchaîne proprement et puis il dit, voilà, la Terre a été fondée, alors je ne sais plus, en moins Je crois 4500. que c'était un 23 octobre, mais je ne suis pas sûr, mais c'était précis. Hein. Oui, il y a une datation très précise En fin de la d'après-midi. Genèse, oui, c'est assez incroyable et ça donne une ancienneté de la Terre qui est de l'ordre de 6000 ans. Alors évidemment, ça se compare très difficilement aux millions, même aux centaines de millions d'années, même si ce sont des ordres de grandeur, venant à la fois disons, de la physique, de cette estimation très fruste, mais assez intelligente malgré tout, de refroidissement de boulets ou d'accumulation de poussière ou d'érosion sur Terre. Alors une autre façon de discuter de l'ancienneté de la Terre, c'est de se poser la question de celle du Soleil. Parce qu'on imagine quand même que Terre et Soleil se sont formés en même temps. En tout cas, la Terre ne s'est pas formée avant le Soleil. Donc si on connaît l'âge du Soleil, si on arrive à estimer l'ancienneté du Soleil, alors ça donne aussi une idée de l'ancienneté de la Terre. Alors pour le Soleil, c'est d'une certaine façon assez simple aussi. On se dit que le Soleil est un astre qui rayonne. Il rayonne une quantité considérable d'énergie qui peut être mesurée, qui a été mesurée au milieu du XIXe siècle. Et une fois qu'on a une idée de cette quantité d'énergie rayonnée, le Soleil perd donc de l'énergie, il doit donc se refroidir. Et donc on peut estimer le rythme du refroidissement du Soleil si c'était comme la Terre finalement, comme l'image qu'on avait de la Terre, une sorte de boulet chaud se refroidissant, sauf que le Soleil est parti beaucoup plus chaud et c'est un boulet beaucoup plus gros, eh bien on peut estimer le rythme de refroidissement de la Terre. Et avec ce rythme de refroidissement, qui est de l'ordre, on estime de l'ordre de quelques degrés par siècle, eh bien, on devrait avoir un refroidissement du Soleil qui est si considérable qu'il ne devrait plus du tout être brillant. Et on le constate encore extrêmement brillant. Donc là, on arrive à une deuxième contradiction. La première, c'est toujours le Soleil, il n'a pas l'air si ancien que ça. Et si on a des estimations sur l'âge de la Terre à quelques dizaines de millions d'années, eh bien, un Soleil à quelques milliers d'années, ça ne colle pas. Et deuxièmement, mais un Soleil à quelques milliers d'années, ça veut dire que ça n'est pas un objet qui se refroidit, c'est un objet qui doit avoir, pour perdurer beaucoup plus longtemps que quelques milliers d'années, c'est un objet qui doit avoir une source interne d'énergie, une source d'énergie interne ou externe, mais une source d'énergie qui nourrit son rayonnement, qui compense son rayonnement. Et là, ça lance les physiciens sur la question de quelle peut être cette source d'énergie qui permet au Soleil de briller durablement. Alors peut-être qu'on peut imaginer, comme on voit que le Soleil brûle comme un feu, que ça soit une combustion, non? C'est la première idée qui viendrait, Alors j'imagine. bien sûr, la première idée, évidemment, comme on voit le Soleil, la première réaction en ayant le Soleil au-dessus de nos têtes, c'est sa chaleur. On parle d'ailleurs on reçoit du Soleil de la chaleur. Non, on reçoit du Soleil de la lumière qui est absorbée par notre corps, absorbée par l'environnement et qui est chauffée en absorbant cette lumière. Donc on reçoit du Soleil de la lumière et on peut, comme on a cette sensation de chaleur quand même assez claire quand on est au Soleil, eh bien on peut imaginer le Soleil comme un vaste feu, du charbon qui brûle par exemple. Alors du charbon, j'ai dit ça parce qu'au XIXe siècle, c'était l'unité de mesure de combustion. Hein. Non, on pourrait imaginer d'autres choses, mais enfin mettons du charbon. Du charbon qui brûle, eh bien, ça dégage une quantité d'énergie qui n'est pas négligeable, mais c'est la combustion d'un Soleil entièrement fait de charbon, encore une fois, ne durerait que quelques milliers d'années. Donc, si le Soleil est une combustion, si c'est le Soleil, c'est de la chimie, donc quelque chose qui brûle, eh bien, sa durée de vie n'est pas assez longue pour rendre compte de l'ancienneté de la Terre, estimée à la louche par les physiciens et les géologues. Donc c'est l'évêque Usher qui avait raison, donc tout ça n'a que 6000 ans. Oui, alors peut-être l'évêque Usher avait raison. Enfin, en même temps, il y avait cette contradiction parce que la Terre, pour le coup, n'a pas 6000 ans. Enfin, en tout cas, les géologues avec leur stratigraphie et puis les physiciens, en essayant d'estimer son rythme de refroidissement, aboutissent à des durées qui sont beaucoup plus longues que les 6000 ans.
Alors j'ai vu dans ton livre que donc là, on s'est amusé à imaginer qu'il pleuvait des comètes, des astéroïdes, des machins sur le Oui, alors Soleil et après, que il ça faut le trouver une réchauffait. source. Après, il faut trouver une source d'énergie, parce qu'on est toujours au 19e siècle, milieu du 19e siècle, disons. Et donc, la physique, elle est dans l'état où elle est. C'est-à-dire, on ne connaît pas encore beaucoup de choses. On en sait bien des choses, mais il y a plein de choses qui sont encore inconnues à cette époque. Et donc, pour un autre moyen de rendre compte de la luminosité du Soleil, de la façon de nourrir cette luminosité, eh bien, c'est que des matériaux tombent sur le Soleil. Quand deux objets cognent l'un sur l'autre, ils vont s'échauffer, la collision provoque un échauffement. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'on a conçu la formation, cette nébuleuse primordiale de Laplace, qu'on a conçu la formation du système solaire par agrégation de matière qui s'échauffe et qui forme le Soleil et les planètes qui se refroidissent, les planètes pour ensuite accueillir la vie. Et donc, un Soleil qui reçoit de la matière va être choqué par cette matière et donc l'énergie du choc va se dissiper en chaleur qui peut nourrir la température, nourrir la chaleur du Soleil et donc nourrir son rayonnement. Et cette matière, ce pourrait être des astéroïdes, des comètes. On connaît très bien les astéroïdes, on connaît bien les comètes, on sait que des cailloux tombent sur Terre, on le sait depuis 1804, plus exactement, on est convaincu depuis 1804 qu'il y a bien des cailloux qui viennent de l'espace et qui tombent sur Terre, qu'on appelle météorites. 1804, c'est à l'époque Jean-Baptiste Biot qui fait une enquête très précise dans la ville de l'Aigle, dans l'Orne, et qui aboutit à la conclusion qu'effectivement, des cailloux tombent du ciel. Il y a toute une histoire à raconter sur cette affaire-là, parce qu'on a longtemps pensé que les pierres qui tombaient du ciel n'étaient pas du tout des pierres qui tombaient du ciel, mais étaient des pierres foudroyées. La raison essentiellement en était, c'est un point d'histoire des sciences extrêmement intéressant qui permet de discuter aussi les liens entre, disons, sciences profanes et sciences expertes. En gros, pour dire les choses un peu brutalement, qui observe les cailloux qui tombent du ciel? Ce ne sont pas les savants dans leur laboratoire, enfin, qui n'existe pas le laboratoire, mais ce ne sont pas les savants dans leur lieu de travail. Ce sont les cutéreux, comme on dit Les vulgairement. Ce paysans, sont ouais. les gens qui sont dehors et qui travaillent dans les champs. Et eux, ils les voient éventuellement tomber. Mais que vaut le témoignage de ces gens? Ce ne sont des rien du tout. Leur témoignage ne peut pas être scientifiquement C'est ou tous ne ces pas être gens qui ne font scientifiquement rien élaboré. finalement. Qui... Oui, Ouais. les choses n'ont pas beaucoup changé. Hein. Enfin, beaucoup de choses, oui, tu as raison, les choses n'ont pas beaucoup changé. Et donc, il y a toute la question de la validité de ces témoignages. Et donc, bien sûr, la science experte de l'époque juge que des cailloux qui tombent du ciel, c'est tout à fait impossible et que ces braves gens se sont trompés. Ce ne peut être que des pierres foudroyées. Il y a bien sûr quelques scientifiques, Chladni et d'autres, qui font des analyses chimiques avec les moyens de l'époque et qui quand même constatent que ces cailloux ont des propriétés assez curieuses pour certains d'entre eux, mais ils ne savent pas trop trancher. Et en fait, c'est cette enquête en 1804 de Jean-Baptiste Biot, qui fait une enquête extrêmement sérieuse. Il y a une émission complète à faire hein, sur Alors, on Jean-Baptiste te Biot. réinvitera. On va faire ça, qui est absolument extraordinaire, et qui aboutit à la conclusion ferme et définitive que oui, ces gens ont vu des cailloux tomber du ciel, et ce sont bien des cailloux qui sont tombés du ciel. Alors, ça donne une autre perspective à ces météorites, parce que du coup, pour les scientifiques, on a le moyen de faire de la géologie de l'espace. Ah, ça, Oui. c'est incroyable. Donc, on rentre dans un autre monde. C'est des extraterrestres en fait. Mais exactement, ce sont des pierres extraterrestres. C'est ce qu'on appellerait en astrophysique moderne une nouvelle fenêtre sur l'univers, de la même façon que quand on a pu détecter la lumière infrarouge ou quand on a pu détecter les ondes gravitationnelles, Ouais, une ouais, nouvelle fenêtre sous l'univers s'est ouverte. Eh bien, comprendre que ces cailloux viennent de l'espace, c'est avoir accès. Alors, il faut après élaborer les méthodes d'analyse, de compréhension, etc. Mais c'est avoir accès à l'espace sans y aller. Et donc, c'est une source d'information extraordinairement précieuse que ces météorites. Et donc, on avait constaté la chute de ces météorites, on comprenait maintenant que ces cailloux tombaient du ciel et ils pouvaient aussi, tout aussi bien, évidemment, tomber sur le Soleil, pourquoi pas. Et ensuite, il suffit d'estimer quelle masse de ces cailloux, quelle masse éventuellement de ces comètes était nécessaire pour, en tombant sur le Soleil, nourrir la luminosité du Soleil. On obtenait des masses considérables, mais qui étaient bien moindres que la masse estimée du Soleil, bien moindre, et donc on n'était pas gêné. Ça ne faisait, par exemple, on pouvait se dire comment jauger cette hypothèse était correcte. De la masse qui tombe sur le Soleil, très bien, ça va augmenter la masse du Soleil, et ça va augmenter donc sa taille. Est-ce qu'on peut constater cette augmentation de taille? Alors non, parce qu'elle est si petite qu'on ne peut pas l'observer depuis la Terre. Ça correspond à une augmentation de la taille apparente du Soleil qui est quasiment inobservable. Autre conséquence, ah, la masse du Soleil augmente. Très bien. Mais alors, du coup, si la masse du Soleil augmente, son attraction gravitationnelle sur la Terre augmente.
Et donc, Ah du oui. coup, l'orbite de la Terre et donc la période de révolution de la Terre autour du Soleil doit changer. Alors, les estimations de l'époque obtenaient des changements qui étaient inférieurs à 1 seconde par an. Chaque année, la période de la Terre devait changer de moins de 1 seconde. Alors, comme on ne la connaissait pas avec une très grande précision, c'était en dehors des moyens de mesure et c'était encore compatible. Et donc, c'est là qui est intéressant aussi, c'est que cette hypothèse qui, au regard de ce que l'on sait maintenant, paraît extraordinaire, évidemment, est tout à fait inadaptée en réalité. En fait, on se pose d'emblée deux choses. Une réponse possible à la question, il faut nourrir la luminosité du Soleil, quelle pourrait être cette source? Des météorites qui tombent, voilà une possibilité tout à fait digne, qui est scientifiquement digne, mais ça a des conséquences. Est-ce que je peux observer ces conséquences? Et si je les observe, j'en serai content, ça va renforcer mon hypothèse. Mais si je ne les observe pas, ça tue mon hypothèse. Si je constate que le Soleil augmente d'un rayon démesuré par rapport à ce que je calcule, c'est que mon hypothèse était mauvaise. Au contraire, diminue de rayon. Alors là, encore pire, c'est contradictoire avec mon hypothèse. Donc, on voit que ce qui est intéressant là, c'est qu'une théorie scientifique, une proposition, on va dire, une hypothèse, en fait, on devrait dire, on serait que dans le langage quotidien, on emploie plus souvent le mot théorie comme équivalent de hypothèse que comme équivalent de théorie au sens de la science. Donc ces hypothèses, elles sont là pour rendre compte du monde, c'est leur premier rôle, trouver une hypothèse qui rend compte des apparences du monde, mais il faut aussi qu'elle soit prédictive, c'est-à-dire qu'elle prédise un nouveau phénomène, qu'elle prédise quelque chose non encore observé, qu'on va aller voir. Si c'est là, alors on est, disons, plutôt content, ça va renforcer notre hypothèse. Si ça n'est pas là, alors notre hypothèse est fausse. Et on va voir que dans toute l'élaboration de la compréhension du fonctionnement du Soleil, il y aura toujours ça, l'idée de trouver une hypothèse qui rend compte de la situation et aussi proposer des situations, proposer des observations qui vont éventuellement tuer l'hypothèse. On voit là en germe ce qui sera reconnu plus tard par Popper, par Karl Popper, comme ce qui caractérise la méthode scientifique. Il y aurait encore des critiques autour de ça à faire, des discussions à faire autour de ça, mais une première base qui est avoir une théorie, une hypothèse explicative et prédictive, c'est-à-dire qui comporte en elle-même les germes de sa destruction, qui donne les moyens de se faire battre, qui donne les moyens d'être détruite par une observation qui serait contradictoire avec la prédiction qui a été faite. Et là, c'est tout à fait intéressant. Ce moment-là, on le voit très très bien dans cette science du 19e siècle. Oui, ou peut-être d'être dépassé par une théorie qui est plus large, plus vaste, ou Bien sûr, éventuellement elle peut être sans aussi forcément parfois non détruire. pas abattue, cette hypothèse, elle peut être remplacée, englobée, perfectionnée, complétée par des choses qui la rendent meilleure, plus pertinente. Bien sûr, elle n'est pas forcément froidement mise au rebut. Et donc là, en fait, cette hypothèse donc, que tu nous as décrite, elle va avoir une certaine durée de vie, j'imagine, et donc, comme tu disais, elle finit par être démentie et remplacée par quelque chose d'autre. Donc, Oui, elle finit par être démentie et remplacée par une autre solution, une autre proposition, quand on comprend mieux ce qu'est l'énergie, parce qu'en fait, c'est à cette époque aussi, toujours au 19e siècle, qu'on est en train de bâtir tout un tas d'éléments de physique qu'on appellerait maintenant la physique classique et qui sont encore en construction à l'époque, notamment la question de l'énergie, le mot énergie était utilisé, Aristote utilise le mot énergie, mais absolument pas dans le sens des physiciens, et il a fallu attendre Robert Meyer, encore au 19e siècle, qui est plutôt un physiologiste, plutôt un médecin, mais qui s'est posé des questions sur la façon dont fonctionne le corps humain, absorbant de l'oxygène, étant chaud et absorbant plus ou moins d'oxygène selon les efforts qu'il a à fournir, par exemple. C'est qu'à voir le rythme de la respiration qui s'accélère quand on a besoin de plus d'oxygène, quand on fait un effort physique. Et donc, il s'est posé ces questions finalement de conversion d'énergie et il a construit ce qui était déjà à l'époque les rudiments de ce qu'on appelle maintenant la première loi de la thermodynamique. Ce n'est pas lui qui l'a formalisé, mais c'est lui qui a compris un peu l'idée qu'il y avait une équivalence entre différentes formes d'énergie, un passage d'une forme d'énergie à une autre, notamment d'énergie mécanique, à la chaleur. Alors c'est Joule qui a montré, James Joule qui a montré en détail qu'on pouvait convertir du travail mécanique en chaleur, et puis ce sont les machines thermiques, les machines à vapeur, qui ont montré qu'on pouvait convertir de l'énergie thermique en énergie mécanique.
Donc l'équivalence entre énergie mécanique et énergie thermique a été montrée expérimentalement par Joule, mais c'est Mayer qui a imaginé cette notion d'énergie plus générale qui peut se convertir d'une forme en une autre. C'est très intéressant ce que tu dis. Ça veut dire qu'en fait, il y a des scientifiques de disciplines très différentes finalement, puisqu'il y a un physiologiste, tu parles de la révolution industrielle et tout ça, qui ont finalement montré qu'il y avait des choses, une sorte de quelque chose de commun finalement entre ce qui se passe dans un corps humain, la machine à vapeur, etc. Ils ont appelé ça l'énergie, c'est-à-dire quelque chose qui se conserve en quelque sorte en passant de l'un à l'autre. Exactement, exactement. C'est-à-dire que c'est par comment dire, ces discussions, enfin c'est pas vraiment des discussions, mais ces interactions entre différentes disciplines qu'il y a eu émergence de ce concept englobant d'énergie, qui s'est avéré être beaucoup plus général que il y a la chaleur, il y a la lumière, il y a la mécanique. Toutes ces choses-là peuvent être regroupées dans un concept plus large, et que Meyer a évoqué, de cette conservation que tu évoques, de conservation d'énergie, c'est-à-dire avant la transformation et après la transformation, il y a la même quantité d'énergie disponible, mais sous des formes différentes. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que le Soleil, par exemple, il ne crée pas de l'énergie, mais il la transforme. Par exemple, ton exemple sur les météorites, c'est l'idée que l'énergie de la vitesse, l'énergie mécanique des météorites va se transformer en tapant le Soleil, pas dans cette hypothèse, en énergie thermique, c'est ça? Exactement. Elle va se transformer en énergie thermique. L'énergie du mouvement, le météorite qui tombe sur le Soleil à très grande vitesse, cette énergie de mouvement qu'on appelle énergie cinétique va se transformer en chaleur, chaleur qui va nourrir le rayonnement, parce que les corps chauds rayonnent de la lumière, et donc cette chaleur va nourrir le rayonnement. Et si le rayonnement s'échappe sans que la chaleur soit rénovée, c'est-à-dire remplacée, cette chaleur va diminuer, et donc le rayonnement va diminuer. C'était ça le raisonnement d'un soleil sans source d'énergie, qu'elle soit externe, comme les météorites, ou interne, comme on va le voir. Et donc, il faut nourrir cette chaleur pour nourrir le rayonnement, et pour nourrir cette chaleur, il faut une source d'énergie qui va transformer une forme d'énergie en chaleur, de sorte que cette chaleur soit en permanence renouvelée à l'intérieur du Soleil. Et alors, si ce n'est pas les météorites, alors si ce n'est pas les météorites, alors l'autre solution, elle est venue de physiciens qui ont remarqué effectivement que la gravitation pouvait provoquer un travail mécanique. La gravitation, c'est cette force qui attire la matière, attraction de la matière pour la matière, cette force qui nous colle à la surface de la Terre, qui nous tire en gros vers le centre de la Terre et qui donne aux objets assez massifs comme la Terre, les planètes en général, le Soleil, des formes sphériques. Eh bien, cette gravitation, elle peut être utilisée pour être transformée en chaleur. Si un système qu'on appelle autogravitant, autogravitant, ça veut dire dont la forme et dont la structure est formée par sa propre gravité. C'est le cas de la planète Terre, qui est à peu près sphérique, c'est le cas du Soleil, qui est à peu près sphérique. On sait que le Soleil est autogravitant parce qu'il est sphérique. S'il ne l'était pas, toi, tu n'es pas sphérique, donc tu n'es pas autogravitant. Car si tu l'étais, la gravitation étant heureusement, hein, ça te rassure un peu. Mon régime, c'est pour ça. Ouais, exactement, tu as suivi ton régime. Si tu étais autogravitant, comme la gravitation est une force à symétrie sphérique, c'est-à-dire une force qui ne dépend que de la distance entre les points, elle ne dépend pas de leur orientation relative, elle ne dépend que de la distance entre les points. Eh bien, une force à symétrie sphérique, si elle s'impose, impose à l'objet d'avoir la forme d'une sphère au bout d'un certain temps. C'est ça, ça s'attire dans toutes les directions de la même façon, et à la fin, l'objet a la forme d'une sphère, ou approximativement d'une sphère, ce qui est le cas du Soleil. Donc, cet objet autogravitant, qu'est le Soleil, perd de l'énergie. Eh bien, une solution, c'est de se dire, il suffit que le Soleil se contracte. S'il se contracte, il va fournir, son énergie gravitationnelle va diminuer et va pouvoir être transformé en chaleur qui sera transformée en rayonnement. Et donc, on peut imaginer que le Soleil, en perdant de l'énergie, voit son rayon diminuer. Ce que tu veux dire, c'est qu'on a remplacé les météorites qui tombaient par du gaz qui tombe en quelque sorte. Alors, oui, c'est ça, c'est le Soleil qui s'effondre sur lui-même, lentement, bien sûr, mais il s'effondre sur lui-même. Et on voit que là, il y a deux prédictions contradictoires. Si c'est de la matière qui tombe sur le Soleil, son rayon augmente. S'il le prend à l'énergie gravitationnelle, son rayon diminue. Il suffirait d'être capable de mesurer les variations du rayon solaire pour pencher pour ou contre
telle ou telle hypothèse. Et donc là, encore une fois, on est tout à fait dans une situation de méthode scientifique, si je veux dire chimiquement pure, où on a des hypothèses avec des prédictions qu'il suffirait de vérifier pour invalider ou valider, en tout cas renforcer l'une des deux hypothèses. La difficulté étant que mesurer le diamètre du rayon soleil, ce qui a été fait, est faisable, mais mesurer ces variations annuelles, eh bien, c'est très difficile, c'est extrêmement lent. Dans cette hypothèse-là, dans ces deux hypothèses-là, c'est extrêmement lent. Pire, ces variations sont nulles, parce qu'en fait, ni l'une ni l'autre ne sont les bonnes hypothèses. Mais finalement, il y avait un moyen, et donc il y a eu des instruments et des observations qui ont été menées pour essayer de déterminer les variations annuelles ou décennales du rayon du Soleil pour voir s'il augmentait ou s'il diminuait. Et puis on observait qu'il ne bougeait pas. Donc c'était soit il ne bougeait pas parce qu'il ne bouge pas, soit il ne bouge pas parce que nos mesures sont trop imprécises pour détecter la faible variation. Et la deuxième série d'hypothèses sur ce Soleil qui se contracte, le gaz qui se contracte, ça donnait quel ordre de grandeur? Ça permettait d'arriver à des durées plus longues qui étaient Oui, compatibles avec celles des géologues ou pas alors oui, ça se rapprochait des géologues. Ça veut dire que si on envisage le Soleil comme une sphère autogravitante, donc soumise à sa propre gravité, qui rayonne parce qu'elle est chaude, et que ce rayonnement est compensé, cette énergie perdue sous forme lumineuse est compensée par la contraction du Soleil, elle est puisée dans ce qu'on appelle en physique son énergie gravitationnelle, ça donne une durée de vie au Soleil qui est de l'ordre de 20 à 30 millions d'années. C'est pas mal, mais c'est encore un peu court parce qu'entre-temps, les géologues ont raffiné aussi leurs mesures, ont éduqué leurs mesures. Ça restait des mesures relatives. Hein, ce n'était pas des mesures absolues comme on a maintenant de mesures absolues de l'âge de la Terre, des mesures fondées sur la radiochronologie, sur les éléments radioactifs. Les quantités d'éléments radioactifs présents dans la croûte terrestre. On obtient quand même des ordres de grandeur à l'époque, à la fin du 19e siècle, pour l'âge de la Terre qui se chiffre en probablement quelques centaines de millions d'années. Et donc, du coup, avec nos 20 ou 30 millions d'années, les astrophysiciens, on est un peu short, on est un peu léger. Néanmoins, il y a toute une controverse évidemment entre deux disciplines, et puis des personnes, hein, des gens qui s'engueulent entre eux, hein, pour dire les choses froidement, aux académies des sciences anglaises ou françaises, les gens s'engueulent, hein, et c'est aussi la prédominance de disciplines. Imaginez la physique rayonnante, si j'ose dire, avec la thermodynamique, la physique avec la mécanique de Newton, qui est en train d'expliquer que le Soleil ne peut pas durer autrement que 20 ou 30 millions d'années par contraction gravitationnelle. C'est un aboutissement de la gravité et de la thermodynamique, deux disciplines qui se sont forgées vraiment sous l'expérience et l'observation, qui sont des disciplines reines. À côté de ça, vous avez la géologie. Ouais, les géologues, ils racontent des choses pas claires, ils ont beaucoup d'hypothèses, tout ça est une discipline jeune, on va dire ça pour être gentiment, en fait, on les prend pour des charlots. Et donc, il y a l'emprise, disons, de la physique expérimentale de laboratoire à la technique aussi, avec la thermodynamique, et qui met son rouleau compresseur et qui dit non, tout ça, ça ne marche pas, vos affaires ne fonctionnent pas. Et donc, qui essaie d'imposer sa règle aux géologues. Alors les géologues ne se laissent pas faire parce qu'ils bossent, ils continuent à bosser, bien sûr, et puis arrivent quand même petit à petit des méthodes de plus en plus précises de datation de la Terre, notamment quand on commence à arriver avec la radioactivité. Là, on commence à pouvoir la radioactivité, fin du XIXe siècle, découverte de la radioactivité naturelle, et puis ensuite la radioactivité artificielle, un peu plus tard avec les Curie, les Joliot-Curie. Et donc là, on arrive dans une situation où les géologues vont commencer à être capables, quoique imprécisément encore, il a fallu attendre 1973 pour avoir la meilleure détermination de l'âge de la Terre, 4,56 milliards d'années, mais il commence à avoir des moyens de datation absolus grâce à la radioactivité. Donc, qui venait de la physique pour le coup. Exactement, qui viennent de la physique. Donc, ils retournent la physique. Ils sont malins, ces géologues. Bon, je réécris un peu l'histoire en l'exprimant comme ça. Il y a une part de... On est bien d'accord, hein, je ne suis pas historien des sciences, hein, mais on pourrait voir ça comme ça. Les géologues qui habilement utilisent la physique et l'utilisent pour mesurer l'âge de la Terre, pour déterminer l'âge de la Terre de façon encore imprécise, mais qui donnent des âges de l'ordre du milliard d'années cette fois-ci. Alors là, il y a aussi un enjeu dont tu as pas beaucoup parlé, c'est que, enfin on ne va pas en parler longuement, mais on en parle souvent au chapiteau scientifique, donc je l'évoque, c'est l'enjeu de l'évolution, parce que Darwin donc, avait quand même établi le fait que les espèces se modifiaient petit à petit de manière imperceptible, puisque une poule donne une poule, etc. Mais sur le très très long terme,
on pouvait avoir des variations qui ensuite soient sélectionnées, aboutir à des nouvelles espèces, etc. Et que finalement, toute la théorie de l'évolution des espèces, qui expliquait finalement beaucoup de choses sur le monde vivant, ben, finalement, elle avait besoin de temps. Bien Et sûr, une si tu as longue un durée. univers, 10 millions Bien d'années, c'est sûr, pas beaucoup, des bien milliards, sûr. ça. Alors, évidemment, il a besoin de temps, mais on ne sait pas dire combien de temps. C'est pour ça que les géologues, c'est bien pour ça que Oui, les géologues et les biologistes, c'est pour ça que Darwin s'est intéressé à la question de l'âge de la Terre. Il y a beaucoup, c'est beaucoup engueulé avec Thomson, hein. Thomson qui était tenant, le grand physicien, oui. le grand physicien qui est après devenu Lord Kelvin, hein. Kelvin et Thomson, c'est les mêmes, c'est la même personne et, euh, et, euh, et donc, du coup, Thomson et Darwin se battent entre eux, enfin, s'engueulent, hein. Et à la fin, Darwin dit, bon, il a sûrement raison, parce que Thomson, quand même, Kelvin, après, a une telle aura qu'il est très difficile d'aller contre lui à l'Académie royale des sciences, hein, en Angleterre. Donc, Thomson est quelqu'un de très important, et la physique est quand même, comme je le disais, la discipline reine. Donc, et il convient, et d'ailleurs Darwin convient qu'effectivement, les moyens de datation que lui propose, hein, à partir de l'érosion, sont assez douteux, enfin en tout cas sont peu éduqués, peu affermis, mais il reste quand même partisan d'une durée de vie de la Terre beaucoup plus longue que ce que prétendent les physiciens, disons. Et donc, on en est là à la fin du XXe siècle, du XIXe siècle, excusez-moi, au début du XXe siècle, on en est là, on ne sait pas trop, entre la théorie météoritique, elle réapparaît parfois, mais en complément, enfin voilà, pour essayer de gagner un peu, des durées pour aller dans le sens des géologues, et puis la théorie de contraction gravitationnelle qui, lui, elle, donne une ancienneté au Soleil et à la Terre, donc de 20 à 30 millions d'années. Donc on en est là, et les géologues améliorent la qualité de leurs mesures. Elles sont encore imparfaites, mais elles convergent quand même vers des durées très élevées qui se chiffrent maintenant en milliards d'années. Et donc, se pose quand même vraiment pour les physiciens la question de ça, nos affaires, ça ne fonctionne pas. Il va bien falloir trouver autre chose. Et la radioactivité ne donne pas une piste Alors, et bien sûr que si, la radioactivité donne une piste, parce que les travaux de Marie Curie, notamment, de Pierre Curie, ont montré que quand un élément radioactif se désintègre, il donne une forme d'énergie qu'on appelle rayon, les rayons alpha, les rayons bêta, les rayons gamma, et que notamment les rayons alpha, qui ont été très, très largement étudiés par les Curie, ont une énergie considérable, beaucoup plus considérable que l'énergie chimique. Dans une réaction chimique, l'énergie dégagée, elle peut être tout à fait considérable, qu'on pense à une explosion, par exemple, évidemment. une Mais bombe atomique, c'est quand même mieux. une bombe atomique, c'est autre chose. Le simple façon de s'en rendre compte, c'est que prenons la bombe d'Hiroshima, par exemple. Hiroshima qui est tombée en août 1945, donc une catastrophe dans l'histoire de l'humanité, enfin un désastre qui se compare à peu d'autres dans l'histoire des guerres humaines. Cette bombe, son énergie était l'équivalent de 15 kilotonnes de TNT. Ça veut dire quoi? 15 kilotonnes, ça veut dire 15 000 tonnes de TNT. TNT, c'est le trinitrotoluène, c'est un explosif chimique classique, disons. C'est de la chimie. Donc, cette unique bombe a produit en énergie l'équivalent de 15 000 tonnes de chimie. 15 millions de kilogrammes de chimie. La tonne, c'est 1000 kilogrammes. 15 millions de kilogrammes de chimie. Pour une bombe dont le cœur nucléaire, il y avait tout l'appareillage technique autour qui pesait des centaines de kilos, peut-être même quelques tonnes. Mais le cœur nucléaire, le cœur de la bombe, c'était quelques dizaines de kilogrammes d'uranium. Donc on voit, en chiffre rond, 15 kilogrammes d'uranium, c'est plutôt 30 ou 40, 15 kilogrammes d'uranium pour 15 millions de kilogrammes de chimie. On voit, il y a un rapport pratiquement 1 million dans la densité énergétique nucléaire par rapport à la densité énergétique chimique. Autrement dit, si tu as sous la main 1 kg de matière chimique, tu vas pouvoir en tirer de l'énergie, par combustion par exemple. Si tu as sous la main 1 kg de matière nucléaire, utilisable du point de vue d'une centrale nucléaire, disons, tu vas en tirer 1 million de fois plus d'énergie. C'est pour ça qu'on fait souvent la comparaison, quand on parle d'énergie nucléaire, 1 gramme d'uranium 235 pur, transformé dans une centrale nucléaire, produit autant d'énergie que la combustion d'une tonne de pétrole. 1 gramme, 1 tonne. Il y a un rapport 1 million. Une tonne, c'est 1 million de grammes. Et c'est cette densité de l'énergie nucléaire qui va apporter la réponse à la question de l'ancienneté du rayonnement des étoiles et du Soleil en particulier. Si vous avez 1 million de fois plus d'énergie sous forme nucléaire, vous pouvez imaginer faire durer votre Soleil 1 million de fois plus longtemps que la chimie. Et la chimie nous disait combien? On avait parlé de combustion de la houille tout à l'heure, de l'ordre de quelques milliers d'années.
1 million de fois quelques milliers d'années, ça fait quelques milliards d'années. Et hop, vous avez résolu votre problème. Et c'est tout à fait ce que Jean Perrin, en 1920, a proposé. Il a constaté, il a fait un peu le bilan dans un célèbre article qui s'appelle L'origine de la chaleur solaire, où il faisait le rappel un peu de tout ce qui s'était passé avant lui, des hypothèses météoritiques, de contraction gravitationnelle, les hypothèses que l'on faisait sur l'ancienneté de l'âge de la Terre, et se disant qu'il fallait trouver une source qui permette au Soleil de briller des milliards d'années, et se fondant sur les travaux des Curie, sur les travaux sur la radioactivité, l'énergie dégagée par ces désintégrations radioactives, eh bien, il aboutit à la conclusion que, d'une façon ou d'une autre, l'énergie qui nourrit le Soleil doit venir du noyau des atomes. Alors, il laisse suggérer pour partie que ça pourrait être du radium, mais l'on sait aussi, on imagine aussi peut-être que ça pourrait être par assemblage de noyaux. Le radium, quand il se désintègre, c'est un gros noyau qui se brise en deux. Il y a aussi d'autres façons d'extraire de l'énergie du noyau des atomes, c'est d'assembler des noyaux légers, des noyaux d'hydrogène par exemple, pour former un noyau d'hélium. Ça, c'est une possibilité qui vient aussi parce qu'on avait constaté en la chimie fine et la chimie de précision améliorant ces procédés, on avait constaté qu'un noyau d'hélium, c'était à peu près 4 fois la masse d'un noyau d'hydrogène. Et donc on se disait peut-être qu'en assemblant 4 hydrogènes, ça fait un hélium, et il y avait un tout petit écart de masse, de 0,7%. Donc il a fallu, vous voyez, arriver à des niveaux de précision tout à fait importants. D'habitude, la chimie, je rappelle, c'est Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc en particulier la masse, ce qu'il avait fait en fondant la chimie quantitative, Lavoisier, c'est pesant les réactifs, il les fait réagir, il pèse les produits, il obtient la même masse. En réalité, on a pu montrer, la chimie de la fin du 19e, début 20e, a pu montrer qu'on n'a pas exactement la même masse. Il y a un tout petit écart de masse. Et dans le cas de comparaison entre hydrogène et hélium, il y a un petit écart de 0,7%. Et donc se dire que peut-être l'hélium pourrait se concevoir comme l'assemblage d'hydrogène. On ne connaît pas encore la structure du noyau, on ne connaît pas que l'hélium c'est 2 protons et 2 neutrons, que l'hydrogène c'est 1 proton, mais on constate ces rapports-là. Et donc Perrin, fort de toutes ces indications qui sont encore très préliminaires, on va dire, au regard de ce qu'on apprendra quelques années plus tard, eh bien Perrin a dans l'idée que d'une façon ou d'une autre, l'énergie du Soleil, plus exactement ce qui nourrit le rayonnement du Soleil, doit provenir du noyau des atomes, ce qui donnerait, si l'on prend pour exemple les particules alpha émises par les désintégrations du radium, donnerait des durées de vie 1 million de fois plus grandes que la durée de vie chimique du Soleil, qui était de l'ordre de 1000 ans, quelques milliers d'années, et donc on est tout de suite dans le bon ordre de grandeur. Et donc là, il se dit, c'est ça la réponse. Il n'a pas le détail, mais il a le bon ordre de grandeur. Ça, c'est assez intéressant. Ça montre finalement qu'en physique, il y a des choses qui sont, comment dire, je ne vais pas dire validables, mais dont on a l'intuition qu'elles vont être intéressantes à explorer, non pas en ayant d'emblée la bonne idée, non pas en ayant d'emblée la preuve, entre guillemets, ou le bon truc, mais en se disant, c'est le bon ordre de grandeur. Donc, je vais investiguer. Et si ça ne l'était pas, inutile d'y aller. Ce n'est pas le bon ordre de grandeur. Si je trouve un nouveau processus qui donne au Soleil une durée de vie de encore quelques dizaines de millions d'années, ce n'est pas suffisant, il faut plutôt 1 milliard. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas une bonne piste à investiguer. Donc cette notion d'ordre de grandeur aussi, on la voit émerger en physique, c'est plus la peine d'avoir la preuve en disant des calculs précis. Il suffit d'un ordre de grandeur. On avait un suspect en fait. Oui, exactement. Voilà. On a un suspect. Mais alors quelque chose que tu n'as pas dit, mais peut-être c'était sous-entendu, puisque tu parles de perte de masse de 0,7%, mais donc l'idée c'est que cette masse, elle se transforme en énergie, c'est ça? On voit apparaître Einstein. Et voilà, tu as parfaitement compris le truc. MC2, c'est ça? Exactement. Et E égale MC2, c'est quand? 1905. C'est Einstein, 1905, E égale MC2. Donc, c'est à ce moment-là, on voit que coaguler encore tout un tas de physique nouvelle. On voit coaguler des éléments autour de la physique qu'on appellera relativiste, la physique d'Einstein, et de la physique quantique, qui commence aussi, les questions commencent aussi à se poser, à émerger depuis 1900, où Planck fait l'hypothèse des quantas, des échanges d'énergie entre lumière et matière sous forme de quanta. Alors attends, je ne sais pas si tout le monde va pouvoir suivre. Peut-être déjà, Einstein, là, donc E égale MC2, c'est l'idée que E, donc c'est l'énergie, oui, qui peut se dégager quand on perd un peu de masse, et ça, on la transforme en énergie, en fait. Exactement. C'est l'idée, en fait, que quand tu as une réaction générale, même chimique,
une réaction générale où tu as de la matière qui se transforme sous une autre forme de matière, qui s'assemble, qui se transforme différemment des atomes en molécules ou à une réorganisation même au niveau du noyau des atomes. Ça pourrait être aussi, on ne le faisait pas à l'époque, des collisions entre particules comme on les fait dans les accélérateurs de particules. Et donc, on a au départ une certaine quantité de masse et d'énergie. À la sortie, on a la même quantité de masse et d'énergie, qu'on appellera en fait masse-énergie. Et cette énergie peut se transformer en masse ou cette masse peut se transformer en énergie. En fait, la masse, selon Einstein, ça n'est pas la quantité de matière, comme le pensait Newton. Ta masse, ça n'est pas ta quantité de matière. C'est une assez bonne approximation. On va peser tes atomes les uns après les autres et c'est plus simple de te faire monter directement sur une balance. Ce n'est pas ta quantité de matière. Ta masse, c'est ton énergie au repos. C'est dans ton référentiel, toi, quand tu es au repos, c'est-à-dire dans ton référentiel à toi, Philippe Molinier, ta masse, c'est ton énergie au repos. C'est ce que nous dit Einstein. Et cette énergie, elle vient d'où? Elle vient de la masse de tes constituants, donc de tes atomes, et de leur énergie d'interaction. Et la masse de tes atomes, c'est quoi? C'est la masse des constituants, les protons et les neutrons des noyaux de tes atomes, et de leur énergie d'interaction. Et la masse des protons et des neutrons, c'est quoi? C'est la masse des quarks qui les constituent et de leur énergie d'interaction. Et quand tu fais le grand bilan de tout ça, en gros, ta masse, c'est celle de tes protons et tes neutrons, parce que l'atome, essentiellement, sa masse vient des protons et des neutrons qui constituent le noyau des atomes. Les électrons qui font les liaisons chimiques et qui orbitent autour des noyaux ont une masse tout à fait faible. Et tes protons et tes neutrons, leur masse, ce n'est pas essentiellement la masse des quarks, c'est les énergies d'interaction entre les quarks qui les constituent. Donc ta masse, c'est essentiellement de l'énergie d'interaction entre les quarks qui constituent les noyaux, les protons et neutrons des noyaux de tes atomes. Ça donne une vision du monde assez différente de, comme Newton, la masse, c'est la quantité de matière. Mais tout ça pour dire que masse et énergie sont des formes complémentaires. Comme on a vu tout à l'heure, énergie thermique, énergie cinétique, énergie lumineuse. Ces formes d'énergie-là sont des formes, énergie mécanique, ces formes d'énergie-là sont des formes d'énergie complémentaires, se regroupent sous un terme général qu'on appelle énergie. Et bien en fait, la masse, c'est une forme d'énergie et on appelle ça maintenant masse-énergie, on pourrait l'appeler masse-énergie. Et ce E égale mc2 traduit le fait que l'on peut faire passer de l'énergie en masse, de l'énergie au sens de l'énergie mécanique, en masse, ou de la masse en énergie, en chaleur, en rayonnement, en énergie mécanique. Et donc, ce E égale mc2, c'est ça que ça exprime. Et ce 0,7% d'écart qu'il y a entre la masse d'un atome d'hélium, d'un noyau d'hélium, et 4 fois la masse d'un atome d'hydrogène, c'est-à-dire d'un proton, eh bien ce 0,7%, ça correspond à l'énergie de liaison qu'il y a entre les 4 nucléons dans le noyau d'hélium. Il faut bien les tenir entre eux pour qu'ils restent liés entre eux dans un noyau d'hélium. Ça correspond à une énergie d'attraction, une énergie de liaison qui abaisse la masse. Autrement dit, un atome, un noyau d'hélium, c'est plus léger que 2 fois la masse d'un proton plus 2 fois la masse d'un neutron. Ça contient 2 protons et 2 neutrons. C'est plus léger que la somme des constituants à cause de cette énergie de liaison. Et si tu formes un noyau d'hélium, tu vas récupérer l'énergie de liaison. Donc l'idée, si je comprends bien, c'est que du coup le Soleil est une cocotte minute où la cuisine qui se fait à l'intérieur, c'est de transformer petit à petit de l'hydrogène en hélium. Et que du coup, on récupère toute cette énergie qui se diffuse. Exactement. Ça, c'est ce qui a été petit à petit compris. Ça veut dire qu'il a bien fallu trouver les réactions nucléaires à l'œuvre dans le Soleil, les chiffrer, les quantifier, les mesurer éventuellement sur Terre, ou en tout cas estimer la production d'énergie sur Terre. Et donc, ce qui se passe dans le Soleil, ce que l'on comprend maintenant, c'est que en son cœur, dans les régions les plus chaudes, le Soleil qui est essentiellement constitué d'hydrogène, 90% des noyaux du Soleil, c'est de l'hydrogène, et 10% ce sont des noyaux d'hélium. En fait, il y a un tout petit epsilon de noyaux d'autres choses, d'azote, de carbone, d'oxygène, mais essentiellement, le Soleil, c'est 90% hydrogène en nombre de noyaux, 10% hélium. Eh bien, ces noyaux d'hydrogène au cœur du Soleil, dans les régions les plus chaudes, centrales du Soleil, se transforment, s'assemblent pour former un noyau d'hélium. Et que la masse initiale
est supérieur à la masse finale et que la différence de masse, ce 0,7% de différence de masse, est transformée en chaleur, d'une façon ou d'une autre. Et que cette chaleur produite au centre du Soleil va être transportée vers l'extérieur du Soleil et elle va émerger à sa surface sous forme de lumière. Et donc, c'est dans les régions centrales du Soleil que sont produites les réactions, que se produisent les réactions qui dégagent l'énergie qui vient exactement compenser celle qui est rayonnée par la surface du Soleil. Donc, il fait quelle température à peu près alors du coup au cœur du Soleil? Alors, les estimations de température au cœur du Soleil, on les a par des modèles mathématiques. On n'a pas été mesuré au cœur du Soleil directement. On les a d'abord par des modèles mathématiques. Et ces modèles mathématiques ont une certaine ancienneté. Ils datent d'un monsieur qui s'appelle Lane, Jonathan Lane, dans les années 1880. Les premiers modèles mathématiques qui permettent d'estimer la température du Soleil en disant le Soleil, c'est un astre autogravitant, il y a sa gravité qui veut l'écraser, mais il ne s'écrase pas. S'il y avait que la gravité, il disparaît et il n'y a plus de Soleil. Il y a donc quelque chose qui s'oppose à la gravité. Et ce quelque chose, c'est la pression du gaz solaire. C'était toute une affaire aussi pour comprendre que le Soleil était gazeux plutôt que liquide ou solide. L'état physique du Soleil, ça a été aussi un sujet de débat. Alors le Soleil est gazeux, c'est un gaz, et donc si la pression du gaz varie de sorte qu'à chaque endroit dans le Soleil, il y a ce morceau du Soleil, il est tiré vers le bas sous l'effet de la gravité, on lui appuie sur la tête sous l'effet de la pression, mais on lui pousse en dessous sous l'effet de la pression. Si la pression si la pression au-dessous est supérieure à la pression au-dessus, la résultante des forces de pression, c'est pousser vers l'extérieur, là où la gravité fait tomber vers le bas. Donc, si la pression augmente avec la profondeur, de sorte que chaque couche du Soleil soit à l'équilibre entre son poids et la résultante des forces de pression, s'il est à l'équilibre, le Soleil est à l'équilibre, il n'évolue pas, il est là, tranquille. Et donc, avec ce modèle très simple, Lane a pu estimer la température centrale du Soleil. Il a mis des hypothèses un peu à la louche pour certains aspects, mais il a tout de suite donné le bon ordre de grandeur, 10 millions de degrés. Tout de suite le bon ordre de grandeur. C'est assez incroyable, avec un modèle très fruste du Soleil, on obtient tout de suite le bon ordre de grandeur. Alors maintenant, on sait mieux. Et la température au centre du Soleil est de l'ordre de un peu moins de 15 millions de degrés. On a des modèles plus raffinés. Mais l'ordre de grandeur de Lane et de Ritter et d'autres derrière ont été tout de suite le bon par des modèles mathématiques assez simples qu'on a pu calculer à la main, sur papier crayon, sans calculatrice, enfin, avec des règles de calcul. Donc, c'était des moyens assez frustes. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que si je comprends bien là aussi, ça veut dire qu'en fait, la raison pour laquelle le Soleil brille, c'est qu'il est très chaud, évidemment. Donc tu dis 15 millions de degrés au centre et je crois 6000 en 6000 surface. degrés à sa surface. Ça, on a une idée de sa température de surface par la spectroscopie. Ça, on peut la mesurer, la température de surface. Mais alors, du coup, ça veut dire qu'en fait, là, à cette époque-là, on ne connaissait même pas la physique nucléaire. Ça veut dire qu'en fait, s'il brille, on peut me dire que c'est même pas. Enfin, la radioactivité, enfin, les transformations nucléaires lui permettent d'entretenir sa chaleur. Mais au départ, s'il brille, c'est uniquement parce que c'est une énorme masse de gaz qu'on a comprimée. Exactement. En fait, le Soleil brille, oui. Si on se dit pourquoi le Soleil brille, parce qu'il est chaud. Il est très chaud, et donc il brille très fort. Et il est très gros, il est très chaud. Très chaud, ça veut dire 6000 degrés à peu près, la température de sa surface. Les objets chauds brillent. Si on prend un morceau de métal porté au feu, dès que sa température atteint 800 ou 900 degrés, il commence à rougeoyer un peu, et à 1200, 1300 degrés, il devient un peu plus blanchâtre. C'est le fameux fer au rouge ou fer au blanc. De la même façon, quand on voit de la lave, par exemple, qui est de la roche fondue à très haute température, qui est à 1000, 1100, 1200 degrés. Donc les choses chaudes brillent en lumière visible. Toi-même, tu brilles, mais pas en lumière visible. Moi-même aussi, d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, tout le monde brille en lumière, mais pas en lumière visible. Tu n'es pas assez chaud. Tu brilles en lumière infrarouge. Voilà. Toi, avec ta température, le corps humain, avec ses 37 Celsius de température interne, brille à une longueur d'onde qui tombe dans l'infrarouge profond, à une longueur d'onde de 10 micromètres. Alors qu'on est plutôt, pour les objets qui sont à 1000 degrés, 2000, alors le Soleil à 6000 degrés, rayonne en lumière visible, ce qu'on appelle la lumière visible, c'est-à-dire la lumière que nos yeux savent percevoir. Et donc, le Soleil brille parce qu'il est chaud. La question difficile, c'est pas tant pourquoi il brille, c'est pourquoi il brille depuis aussi longtemps. Aussi longtemps pourront être 6000 ans. Oh, la chimie suffit. 20 millions d'années, c'est la gravitation qu'il faut invoquer. 1 milliard d'années,
alors là, il faut invoquer autre chose encore. Et là, C'est c'est la là, chaudière c'est là où nucléaire. où la physique nucléaire entre en jeu pour avoir le bon ordre de grandeur. Donc, la question difficile n'est pas tant de pourquoi le Soleil brille. Il brille parce qu'il est très chaud. Il brille intensément et en lumière visible parce qu'il est très chaud. Mais la question difficile est pourquoi il brille depuis aussi longtemps. Aussi longtemps, voulant dire quelques milliards d'années. Mais alors malgré tout, cette énergie, elle n'est pas inépuisable non plus, puisque ce que tu me décris, c'est que pour produire cette énergie, il faut transformer de l'hydrogène en hélium. Oui, Donc la composition finalement chimique du Soleil va changer avec les milliards d'années. absolument. Absolument. Effectivement, au cœur du Soleil, ces réactions qui transforment l'hydrogène en hélium transforment la composition du Soleil, puisqu'elles transforment de l'hydrogène en hélium. Et quand il n'y a plus d'hydrogène, il n'y a plus d'hydrogène. Ça rappelle quelque chose sur notre planète Terre. Quand il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de pétrole. C'est les énergies de stock. Pétrole, charbon, gaz. Et pas de Et l'énergie renouvelable, alors l'énergie non, solaire. l'énergie nucléaire du Soleil n'est pas une énergie renouvelable. Alors, On a le temps. donnons un bémol. Voilà, donnons un bémol. Ce qui est toujours important, c'est le fait que ce soit une énergie de stock est incontestable. Le Soleil a un stock d'énergie centrale sous forme. Je dis centrale, c'est parce que c'est dans ces régions centrales les plus chaudes où ces réactions thermonucléaires peuvent se produire. Sur les parties externes du Soleil, il n'y a nulle réaction thermonucléaire. Donc c'est vraiment, en gros, ça correspond à peu près à 5% de la masse du Soleil. 5% de la masse du Soleil centrale qui est concernée par ces réactions nucléaires. Donc voilà son stock. Alors, combien de temps ça lui permet de durer? On peut faire des estimations, un petit calcul dans un coin, et on obtient que le Soleil peut briller au rythme qu'on lui connaît actuellement pendant environ 10 milliards d'années avec ce stock d'énergie. Il a déjà brillé un petit 5 milliards d'années, 4,56 milliards d'années, donc il a encore pour quelque chose comme 5 milliards d'années de stock énergétique. Donc c'est un stock très long, un stock qui nous donne le temps de voir venir. Le pétrole, si on compare ça au pétrole, le stock estimé des ressources prouvées de pétrole ou de gaz naturel d'ailleurs, qui sont à peu près équivalentes en durée de vie, à la consommation, au rythme de consommation actuel, c'est une cinquantaine d'années pour les stocks prouvés de pétrole et de gaz. Pour le charbon, c'est plutôt une centaine d'années. Mais donc, ce sont des énergies de stock qui s'épuiseront. C'est bien là le problème. Enfin, en tout cas, si on fait un retour sur Terre, le problème de ces énergies de stock, c'est qu'elles s'épuiseront et donc il faudra bien vivre autrement qu'avec elles, alors qu'elles sont actuellement à 80% à l'origine des transformations énergétiques de l'humanité. Et donc, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Et que, deuxièmement, leur combustion produit du gaz carbonique, qui est un gaz à effet de serre et qui a des conséquences climatiques. Donc, c'est deux fois un problème. C'est d'une part, bientôt, il n'y en aura plus. D'autre part, les brûler, ça pollue notre atmosphère. C'est littéralement, on est dans un syndrome de Diogène, où l'humanité est en train de remplir son espace vital de ces détritus. Il n'y a pas que la pollution en plastique, bien sûr, il y a aussi toutes les pollutions d'autres natures, mais le CO2 étant pour nous finalement un polluant. Donc le Soleil, nous, si on devait, comme humains, entrevoir notre futur énergétique, le Soleil est une énergie de stock, mais il a 5 milliards d'années de durée de vie, il en rayonne beaucoup. Ça n'est pas facile de se brancher sur ce stock énergétique. L'énergie solaire a des vertus, mais ce n'est pas une énergie facile à mettre en œuvre. Et puis il y a des jours où il fait nuit, si j'ose dire. Des fois il fait jour, des fois il fait nuit. Donc c'est pas une énergie qui est, comment dire, pilotable, c'est une énergie intermittente, mais qui a des vertus. Elle a 5 milliards d'années de durée devant elle. Donc on a un intérêt majeur à se brancher sur ce genre d'énergie-là, même si elle n'est pas sans inconvénient, au sens elle est intermittente. Elle est là le jour, elle n'est pas là la nuit. Donc il faut être capable de la stocker, faire des choses. Il y a toute une discussion qui serait passionnante à avoir aussi là-dessus, mais qui fait réaliser que le Soleil, c'est un stock d'énergie qui a une très grande durée de vie pour le coup. Alors, quel avenir pour le Soleil? Alors, si là, on sort de nos problèmes quotidiens pour aller Bien vers sûr. les milliards d'années, donc comment est-ce qu'on peut savoir, enfin, imaginer ce qui pourrait se passer dans les 4-5 milliards d'années qui viennent? Alors, c'est là où ça devient intéressant parce que effectivement, la compréhension du Soleil ouvre la piste sur la compréhension des étoiles, si l'on comprend que les étoiles sont des soleils, et sur l'évolution des étoiles en général et du Soleil en particulier. Donc, le Soleil, on a dit, brille durablement grâce à sa source interne d'énergie, qui est une source d'énergie nucléaire de fusion d'atomes d'hydrogène pour former de l'hélium. Je le redis, mais ce que l'on utilise, nous, dans nos centrales nucléaires, c'est la fission, la brisure d'un gros noyau, en l'occurrence de l'uranium, en deux noyaux plus petits qui produit l'énergie. La fusion thermonucléaire, on l'utilise de façon non contrôlée dans ce qu'on appelle les bombes H,
les bombes thermonucléaires, et de ce que l'on espère maîtriser un jour dans un réacteur qui était une expérience en construction à Cadarache, qui s'appelle le réacteur ITER, ITER, qui est l'expérience qui, espère-t-on, montrera qu'on est capable de maîtriser la fusion thermonucléaire pour produire de l'énergie électrique. Donc, le Soleil consomme son hydrogène, et dans 5 milliards d'années, il n'y aura plus d'hydrogène au son cœur, ou si peu qu'il n'y aura plus assez d'énergie disponible. Que va-t-il se passer? Eh bien, la source d'énergie qui a été évoquée initialement, la source d'énergie gravitationnelle, elle est toujours présente. Le Soleil rayonne de l'énergie, il en perd sous forme lumineuse. Il n'y a plus de source interne. Que va-t-il se passer? Eh bien, il va se contracter. Et en se contractant, il va aussi s'échauffer. Et c'est là le truc incroyable de la physique, le truc génial de la physique, c'est qu'en se contractant et s'échauffant, il va peut-être atteindre, et dans le cas du Soleil, on peut montrer qu'il va atteindre, une température suffisante pour faire fusionner l'hélium qui est le déchet, c'est-à-dire le produit de la fusion de l'hydrogène, pour faire fusionner l'hélium en carbone. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que l'hydrogène brûle en hélium. Brûle, c'est une vision chimique, je devrais dire, est transformé nucléairement en hélium. Cette transformation nourrit le rayonnement du Soleil pendant 10 milliards d'années. Une fois que cet hydrogène a disparu ou quasi disparu, il n'y a plus de source interne. Reste toujours le compte en banque, si j'ose dire, énergétique, ce compte en banque gravitationnel. Le cœur du Soleil va se contracter un peu, va s'échauffer et va permettre d'engendrer, de démarrer la combustion de l'hélium, la combustion nucléaire de l'hélium en carbone, qui va nourrir le rayonnement du Soleil pendant, estime-t-on, encore 1 milliard d'années. Et simultanément, pendant que le cœur du Soleil se contracte, les zones externes vont se dilater considérablement. Le rayon du Soleil va atteindre à peu près 80 à 100 fois le rayon qu'il a actuellement, et le Soleil va se transformer en une étoile qu'on appelle une étoile géante, avec un rayon gigantesque, rouge, parce que sa surface va légèrement se refroidir pour atteindre des températures qu'on estime de l'ordre de 3000 degrés plutôt que 6000 degrés. Ça, c'est froid, entre guillemets, pour une étoile, il aura un aspect plus rougeâtre. Et donc, on se retrouve dans une situation où le Soleil va utiliser les cendres de la combustion nucléaire précédente, hydrogène en hélium, pour former du carbone en son cœur. Ça sera la dernière étape de combustion. On pourrait imaginer le cycle suivant. L'hélium s'épuise, le carbone va brûler après la combustion de l'hélium. En fait, ça ne se passera pas dans le cœur du Soleil, il n'est pas assez massif. Tout ça peut être décliné en fonction de la masse de l'étoile. Seules les étoiles les plus massives peuvent enchaîner les cycles de fusion nucléaire jusqu'à aboutir à la fusion du silicium en fer. Et ça, c'est des étoiles au-delà de 8 masses solaires qui sont capables d'aboutir jusqu'à la fusion du silicium en fer, la fusion de l'hydrogène en hélium, de l'hélium en carbone, et même en carbone et oxygène, du carbone-oxygène après en néon, magnésium, silicium, formation du silicium, et après fusion du silicium pour former du fer. Eh bien, seules les étoiles les plus massives font ça, au-delà de 8 masses solaires, et elles ont une évolution tout à fait différente d'une étoile banale comme le Soleil, qui va finalement former du carbone en son cœur, gonfler considérablement pour former une étoile supergéante rouge. Elle va perdre ses couches externes sous l'effet de la pression du rayonnement. La luminosité du Soleil va aussi considérablement augmenter. Si on appelle 1 la luminosité actuelle, elle va augmenter jusqu'à atteindre quelque chose comme plusieurs centaines de valeurs actuelles. Et donc, on aura un Soleil très lumineux, beaucoup plus lumineux qu'actuellement, même plusieurs milliers de fois plus lumineux qu'actuellement. Et sur plusieurs milliers de fois plus lumineux, d'abord, ça va être assez fâcheux pour la Terre, il faut reconnaître. On va avoir de graves problèmes, disons, thermiques à cette époque-là. Et on a le temps encore, un bon 5 milliards d'années. Et puis, à l'intérieur, le flux de rayonnement, la pression exercée par le rayonnement doit être additionnée à la pression du gaz, dont nous parlions tout à l'heure. Et cette pression de rayonnement va souffler les couches externes du Soleil, qui va perdre ses couches externes, et va former ce qu'on appelle maintenant une nébuleuse planétaire, qui est un nom ancien en fait. On pensait à l'époque que ces nébuleuses planétaires étaient des étoiles en formation, toujours en ayant en tête la nébuleuse primitive de Laplace. Et en fait, ce ne sont pas des nébuleuses planétaires, on les appelait nébuleuses planétaires, nébuleuses qui vont former des planètes.
Bon, et en fait, c'est pas une nébuleuse, cette nébuleuse planétaire, c'est une étoile de type solaire, de la masse du Soleil, quelques masses solaires, qui est en fin de vie, qui perd typiquement la moitié de sa masse pour laisser un petit cadavre qui s'appelle une naine blanche, une étoile très chaude. Les cœurs, cette étoile, c'est ce qui reste, c'était le cœur du Soleil, donc c'est de la surface, la température de surface peut atteindre des 50 000 à 100 000 degrés. Une toute petite étoile, très 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 peu lumineuse, et tout le reste s'en va dans le milieu interstellaire. Et reste au cœur, dans l'étoile, piégé dans l'étoile finale, dans la naine blanche finale, le carbone qui a été formé. Donc l'étoile a évolué nucléairement, c'est ce que tu disais tout à l'heure très justement, elle se transforme nucléairement, hydrogène devient hélium, puis hélium devient carbone pour les régions internes. Les régions externes ne sont quasiment pas touchées par la physique nucléaire et sont rendues dans l'état initial au milieu interstellaire, mais le cadavre, la naine blanche, elle, est très enrichie. C'est une naine blanche qui est essentiellement formée de carbone et d'oxygène, mais c'est du carbone et de l'oxygène qui restent piégés dans l'étoile. Donc ça ouvre d'autres perspectives. D'où vient le carbone et l'oxygène qui te constituent, qui me constituent, qui constituent le vivant terrestre qui est essentiellement fondé sur la chimie du carbone. Eh bien, et alors voilà, le cliffhanger, eh bien, elle vient justement des étoiles qui explosent. Alors, ces étoiles de 8 masses solaires et au-delà, ces grosses étoiles, aboutissent à la formation d'un cœur de fer, et ce cœur de fer, il est nucléairement inerte, enfin nucléairement stérile. C'est-à-dire que le noyau de fer, c'est le noyau le plus lié, le noyau le plus solidement lié. En brisant un noyau de fer en deux, on ne gagne pas d'énergie. En assemblant deux noyaux de fer, pour en faire un plus gros encore, on ne gagne pas d'énergie. Alors que, habituellement, en assemblant deux petits noyaux pour en faire un plus gros, on gagne de l'énergie, c'est la fusion, ou en brisant un très gros noyau en deux morceaux plus petits, on gagne de l'énergie, c'est la fission. Fission et fusion sont inopérantes, si j'ose dire, pour le faire. C'est le noyau le plus stable, le plus lié de l'ensemble des noyaux. Donc, quand une étoile aboutit à la formation d'un noyau, d'un cœur formé de fer, eh bien, elle n'a pas de ressources nucléaires supplémentaires. Avant, on avait l'hydrogène qui transforme en hélium, l'hélium en carbone, le carbone en néon, magnésium, puis en silicium, le silicium en fer. À chaque fois, on avait une étape de fusion thermonucléaire capable de fournir un peu d'énergie pour entretenir, pour faire durer le rayonnement de l'étoile. Quand on aboutit à un cœur de fer, il devient stérile énergétiquement. Et donc l'étoile va enclencher tout un tas de processus sur lesquels je ne vais pas rentrer, qui sont tout à fait intéressants et tout à fait subtils pour certains d'entre eux, qui aboutissent à l'explosion de l'étoile. Là, il ne s'agit pas, comme dans le cas du Soleil, la perte un peu tonique, on va dire, d'une partie de sa masse, ce vent stellaire très tonique qui lui fait perdre une partie de sa masse et qui aboutit à la révélation, c'est-à-dire de ce petit cadavre qu'est la naine blanche. Là, on a l'étoile entière qui explose. On appelle ça une supernova. Il va rester un cadavre qui s'appelle une étoile à neutrons, mais l'essentiel de la masse de l'étoile va être éjecté, et notamment de la masse nucléaire, c'est-à-dire de cette masse qui a été transformée par la réaction nucléaire. Et une masse qui contient du carbone, de l'oxygène, puisqu'il y a eu production de carbone et d'oxygène, mais qui contient aussi du fer, qui contient aussi tout un tas d'éléments en dessous du fer plus léger, de noyaux plus légers que le fer. Et en explosant, cette étoile va répandre ces nouveaux noyaux dans le milieu interstellaire, et ces nouveaux noyaux vont ensemencer le milieu interstellaire en éléments plus lourds qui n'existaient pas avant l'étoile. Et ce sont ces éléments, carbone, azote, oxygène, fer, le fer de l'hémoglobine, de l'eau ferrugineuse aussi, eh bien, ce sont ces éléments qui ont été répandus dans le milieu interstellaire avant que le Soleil et la Terre ne se forment, et à partir duquel le Soleil et la Terre se sont formés, et qui ont permis l'émergence de la vie sur Terre. Donc le cycle d'évolution d'une étoile, ces réactions thermonucléaires qui permettent à une étoile de briller durablement, pour les étoiles les plus massives, aboutissent à la formation d'éléments plus lourds qui sont répandus dans le milieu interstellaire et qui viennent nourrir les nouvelles étoiles et les planètes qui orbiteront autour d'elles. Ces étoiles très massives, elles ont aussi le bon goût d'être très lumineuses et donc d'avoir une durée de vie très courte. Là où le Soleil a une durée de vie de l'ordre de 10 milliards d'années, une étoile de typiquement 10 masses solaires, mettons 10 masses solaires, va durer 100 à 300 fois moins longtemps
donc elle va durer quelques millions d'années, une dizaine de millions d'années. Donc ces étoiles, elles vont briller très intensément, mais très brièvement, et au rythme de leur formation, de leur disparition et de leur explosion dans le milieu interstellaire, elles vont enrichir le milieu interstellaire, qui a une composition qui est très différente actuellement de celle qu'il avait quand notre galaxie s'est formée au moment des premières étoiles. Et les premières étoiles formées, les premières étoiles massives formées dans notre galaxie, ont modifié la composition de notre galaxie et ont permis la formation d'étoiles avec des planètes rocheuses, des éléments lourds qui n'existaient pas, qui ne préexistaient pas à ces premières étoiles. Donc c'est, comment dire, nous sommes des poussières d'étoiles. Hein. C'était la formule d'Hubert Reeves. La fameuse formule de Reeves, bien sûr, qui est tout à fait pertinente. Hein. C'est qu'il y a un lien très intime entre la matière qui nous constitue et les étoiles, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fer de l'hémoglobine et d'une manière générale, tous les éléments qui nous constituent, sauf peut-être l'hydrogène, tous les éléments qui nous constituent sont forcément passés un jour ou l'autre au cœur d'une étoile qui a explosé. C'est les seuls endroits de fabrication de ces éléments dans l'univers. Et alors, pour être, comment dire, tu disais, pour les théories scientifiques, il faut aussi être en mesure d'obtenir après des preuves, puisque là, donc si on regarde l'univers très ancien, c'est-à-dire par exemple avec des gros télescopes, quand on regarde très loin, donc on regarde des galaxies dont la lumière très ancienne, oui, parce que la lumière a mis beaucoup de temps pour nous parvenir, bien sûr. Normalement, si je comprends bien, donc on devrait, est-ce qu'on a moyen de savoir si cet univers plus jeune est moins riche en éléments lourds, puisque c'est une conséquence du absolument. C'est même d'ailleurs, absolument, on le constate, et c'est même d'ailleurs un moyen de repérer les premières étoiles. Quand on veut savoir si une étoile a été formée il y a longtemps, eh bien on regarde sa teneur en éléments lourds. Si elle n'en contient pas, c'est qu'elle a été formée à partir d'un gaz qui n'en contenait pas, et donc à partir d'un gaz qui n'a pas été enrichi en éléments lourds, et donc d'un gaz qui était aussi proche qu'on peut l'espérer du gaz primordial, du gaz qui était issu du Big Bang. Et c'est en observant ces étoiles très pauvres en éléments lourds qu'on arrive à se faire une idée de la composition du milieu qui prévalait avant la formation des étoiles. Et c'est ça qui nous sert après à valider, quand on regarde ce qui se passe dans les époques anciennes du Big Bang, il y a eu des époques de fusion thermonucléaire qui nous sert à valider le fait qu'il y a eu de l'hydrogène qui s'est transformé en hélium dans les toutes premières étapes du Big Bang. Donc en 3 minutes, il y a eu pendant 3 minutes, je dis bien 3 minutes, 180 secondes, il y a eu un moment de nucléosynthèse qu'on appelle nucléosynthèse primordiale, de formation des noyaux il y a très longtemps, formation des noyaux qui ont abouti à la formation à partir de l'hydrogène, du proton, de la formation d'hélium, un peu d'hélium. Et c'est tout. On raconte l'histoire des. Et là, ça permet de. Alors ça, c'est encore un autre sujet. Encore un autre sujet, bien sûr. Mais bien sûr. Ça veut dire qu'en fait, tous les éléments qui nous entourent ont été fabriqués dans les étoiles, à part l'hydrogène et l'hélium, qui ont eu le temps de se fabriquer, disons, dans les débuts. Enfin, les débuts. Au tout début. Quand l'univers était très, très chaud. Exactement. Exactement. Hydrogène et hélium sont des éléments primordiaux, et depuis, l'hydrogène a été pour partie consommé dans les étoiles. L'hélium a été aussi pour partie consommé, mais aussi produit. Et donc, les rapports ont évolué, et des éléments qui n'existaient pas, en gros, tout ce que les astrophysiciens appellent métaux, ils ont une vision très large de ce qu'ils appellent métaux, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas l'hydrogène et l'hélium. Oui, alors, ils ont une toute petite subtilité, c'est qu'il y a l'hydrogène. En astrophysique, il y a 4 catégories d'éléments. Ce n'est pas la subtilité de la chimie. Il y a l'hydrogène, l'hélium, les éléments légers, lithium, beryllium et bore, parce que lithium, beryllium et bore sont des traceurs des fossiles. Ils ont été un peu formés dans ces époques précoces du Big Bang, et puis ils ont une évolution très particulière dans les étoiles et dans le milieu interstellaire. Donc, l'hydrogène, l'hélium, les éléments légers, lithium, beryllium, bore, et tout le reste, c'est les métaux. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, le verre d'eau, là. Ah oui, moi j'ai le même, regarde. Ah, tu as le même. Ah, tu as le même que moi. Ah, c'est pas tout à fait le même. Donc, l'idée, c'est quand on boit un verre d'eau, donc tous les atomes d'oxygène qu'il y a là-dedans, ils sont passés dans les étoiles, ils sont fabriqués dans les étoiles. Absolument. Et l'hydrogène qu'il y a là-dedans, je pense à ça par rapport aux gens qui sont très fiers d'avoir un vin qui date d'il y a, d'il y a 50 ans ou je ne sais pas quoi. Moi, je peux lui dire que mon hydrogène, il a 13 milliards d'années, c'est ça? Alors, l'hydrogène, lui, il a 13 milliards d'années, bien sûr. L'oxygène de ton verre d'eau, il a des milliards d'années. C'est plus difficile à dire parce qu'il a dû être formé
forcément formé au cœur d'une étoile qui a explosé. Donc, ces atomes d'hydrogène et Brûlé. d'oxygène que tu viens de voir, tu sens il y a un petit goût Oui. chaud là. Tu vois que c'est un petit goût. Hein. Et alors, on pourrait même dire que le verre, le verre là, c'est quoi? C'est de la silice. Et la silice, c'est SiO2, c'est du silicium, c'est de l'oxyde de silicium. Donc, la matière du verre, elle a été formée aussi par fusion pour former du silicium. C'est du silicium qui a survécu à l'explosion d'une étoile qui n'a pas été transformée en fer. On ne va plus du tout voir les choses Ah non, non, non. pareilles après Chaque cette fois que tu bois discussion. un verre d'eau, maintenant tu te dis, attention, il y a un peu d'étoile, Oh là là. il y a un peu de Big Bang dans ce verre. Ouais. Du coup, les gens vont avoir peur de boire de l'eau. Hein. Oui, mais je rassure les gens, c'est vrai aussi pour le pinard, qui est fait avec du carbone, de l'azote, de l'oxygène, et qui a décidé des transformations aussi assez subtiles pour passer disons, du raisin au vin. Bah écoute, on a peut-être fait un peu le tour de la question quand même. Oui, on a pas mal Il va falloir qu'on discuté se là. repose un peu après tout ça quand même On a balayé large. On a de ce balayé large. voyage. Ouais. Bon, bah écoute, il faut faire un petit peu de publicité peut-être pour ton livre. Ah ben, si Donc, tu peux en faire, ça me ferait plaisir. on Alors, mettra les... ce livre, il a le bon goût d'exister, d'être imprimé. Il a le malheur il aurait dû sortir au moment du confinement. Donc, du coup, il n'est pas sorti physiquement en librairie, sans parler du fait que les librairies sont fermées. Ce livre, son titre, c'est Pourquoi le soleil brille. Il va sortir évidemment au mois de mai. Là, le déconfinement semble s'annoncer. Donc, on peut espérer que les librairies rouvrent, enfin qu'on revienne à la normale, comme disent certains. Puisque la situation avant n'était pas très normale de Donc plein de oui, points de vue. on est bien Je pense d'accord. qu'on est d'accord. Donc, on va revenir à la normale, l'apostrophe anormale, et que du coup, peut-être aussi des gens pourront accéder au bouquin dans les librairies ou le commander à nouveau. Euh, donc, Pourquoi le soleil brille? Il est publié chez Humensis. Et c'est dans la collection, en fait, que dirige Étienne Klein, une collection qui s'appelle Comment sait-on? Ça sera, je pense, le 4e ouvrage de cette collection, et qui est l'idée d'Étienne de dire c'est pas tout d'expliquer les choses que l'on sait, il faut aussi apprendre ou comprendre comment on les a su, parce que c'est toute cette démarche, et un peu de ça qu'on a évoqué, que j'évoque aussi dans le livre, cette démarche qui a permis de savoir comment sait-on, comment a-t-on su les choses. Et c'est aussi important parce que dans une période où fake news, bobards variés, bullshit généralisé prévalent quand même beaucoup, avec des moyens de diffusion massifs comme les réseaux sociaux et autres, ça permet une diffusion extrêmement rapide de tout ce bullshit. C'est important de savoir comment est-ce qu'on a su les choses en sciences, non pas pour dire que les sciences seraient supérieures au reste, mais pour dire que dans le long terme, quand on colle à la méthode scientifique, on finit par aboutir à des réponses pertinentes pour la description du monde. Et donc, en dépit des biais de ceux qui font les sciences, les humains qui font des sciences, qui ont des biais religieux, des biais humains, des biais méthodologiques, tout un tas de biais. Il y a aussi des faussaires ou des escrocs. Il y a de tout ça dans les scientifiques qui sont plutôt vieux, ils sont plutôt honnêtes évidemment, en science évidemment, mais en dépit de tous ces biais, si on colle à la méthode, on finit par aboutir, parfois par des détours un peu compliqués, parfois en prenant des chemins de traverse, parfois en étant un peu plus long qu'on aurait pu espérer, on finit par aboutir à une compréhension pertinente du monde physique, du monde naturel. Et donc, ça fait aussi finalement cette collection, au-delà des connaissances que l'on y apprend, elle fait aussi promotion, si je veux dire, en tout cas explicitation de la façon dont on a su les choses. Et ça, c'est très important, comprendre comment on a su les choses. Bah, merci beaucoup Roland. Nous, on partage d'ailleurs cette démarche au Bien chapitre sûr, scientifique bien de sûr. la Moi, fête j'ai de toujours, l'ouvrière. je conclurai aussi en disant que les fois où j'ai pu participer à la fête de lutte ouvrière, je suis bien désolé de ne pas pouvoir y venir cette année. C'était toujours un grand plaisir d'avoir un public aussi attentif, un public aussi réactif, un public aussi éduqué et aussi curieux de science. Et ça, c'est très plaisant. Ce qui compte dans cette affaire, c'est se poser des questions sur le monde, c'est pas prendre des réponses toutes faites. Parfois, ça fait gagner du temps. Une fois qu'on a abouti à ce qu'une réponse ou un moyen automatique soit utile, ça fait gagner du temps quand on sait qu'il est opérationnel, quand on sait qu'il est pertinent. Mais se poser des questions sur le monde, interroger le monde, ne pas prendre des réponses toutes faites, discuter, échanger, partager, voilà qui est important. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu grand plaisir à venir dans le stand. C'est plus un stand maintenant, c'est un chapiteau des Ah oui, sciences. Ah oui, c'est une énorme chose, une belle chose que tu as montée, que tu n'es pas le seul à monter, mais ah que tu as non, participé à monter c'est une excellente. à la fête lutte ouvrière. Donc je redis mon plaisir à avoir participé à chaque fois à cet événement et donc mon plaisir à avoir discuté avec toi sur ce thème de l'origine, de la luminosité des étoiles et de la chaleur du soleil.
Merci. Donc l'invitation tient toujours hein, pour l'année prochaine. Bien sûr, bah, ça sera l'année prochaine, là, du coup. Hein. On espère que ça va se tasser, ces affaires. Salut Roland. Salut Philippe, à bientôt. Salut à tous. Une fois que tu bois un verre d'eau, maintenant tu te dis, attention, il y a un peu d'étoile, Oh là là. il y a un peu de Big Bang dans ce verre.